Depuis la création de la Ligue en 1983, nous avons combattu le non-respect des vitesses sur les routes. La vitesse est la première cause d'accident et facteur de gravité des blessures. En 1984, suite à un procès contre Citroën, Giraudy et RSCG, nous avons obtenu un accord pour mettre fin à l'apologie de la vitesse dans les publicités automobiles. Dans le livre blanc de la sécurité routière en 1989, la Commission proposait d'agir au niveau communautaire pour limiter par construction la vitesse des véhicules légers. En 2002, Jacques Chirac condamne la vitesse comme argument de vente pour les constructeurs. En 2003, à Vérone, devant les ministres des Transports européens, Gilles de Robien déclare que la France est prête à aborder la question de la limitation par construction de la vitesse des voitures. Il réitère en 2004, en Irlande, en ajoutant que l'opinion publique ne comprend plus la capacité qu'ont certains véhicules d'atteindre des vitesses déraisonnables. En juin 2004, un groupe de réflexion se crée à la Ligue, regroupant des chercheurs de différents horizons, pour étudier comment infléchir ces choix qui privilégient l'économie des industriels au détriment de la santé publique. En novembre 2005, nous publions le premier palmarès de la voiture citoyenne en partenariat avec 60 millions de consommateurs. Notre invitée, Marie-Jeanne Husset, a été pendant 18 ans directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs. Marie-Jeanne Husset s'est toujours impliquée dans les débats de science et de société. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi cette démarche t'a intéressée à l'époque ? Eh bien parce que depuis très longtemps, je pense que les consommateurs doivent prendre le pouvoir. Il faut aller vers une société de consommation durable et donc de développement durable. Et tout va très lentement dans ce sens. Aussi bien les pouvoirs publics d'un côté que les fabricants de l'autre, qu'il faut que les consommateurs fassent la révolution, au fond, et que ce soit eux qui prennent le pouvoir par leur choix de consommation, en imposant d'un côté au pouvoir public et de l'autre aux fabricants, eh bien, de mettre sur le marché des produits et des services qui soient plus respectueux des hommes et de l'environnement. Concernant l'automobile, si nous voulons conserver la liberté d'en acheter, de nous déplacer avec une automobile, il faut bien que nous suscitions l'émergence de véhicules plus sûrs, plus propres, moins consommateurs, plus économes en carburant, en bref, plus respectueux, à nouveau, des hommes et de l'environnement. C'est pour ça que cette démarche, donc, qui était finalement pionnière, eh bien, je suis convaincue que c'est une voie d'avenir et ça permet aux consommateurs, eh bien, de prendre le pouvoir sur leur consommation. En quoi consiste ce palmarès ? Ce palmarès est un système de notation qui note tous les véhicules neufs qui arrivent sur le marché. Ce système de notation permet de noter tous les véhicules selon leur niveau de citoyenneté. On pouvait essayer de définir une voiture idéale, une voiture citoyenne qui n'existait pas. C'est vraiment cette idée que je crois fondamentale de pousser les constructeurs automobiles par la demande des consommateurs, par leur choix, vers la citoyenneté de l'automobile. Pourquoi les 4 paramètres sélectionnés te semblent incontournables ? Ce groupe d'experts auquel j'ai participé d'ailleurs, et je participe toujours, a beaucoup réfléchi sur la façon à la fois d'exprimer la sécurité, l'aspect sécurité du véhicule, et l'aspect également protection de l'environnement. Le premier paramètre, il exprime la protection des occupants du véhicule. Et la note est basée sur justement les résultats obtenus à des crash tests spéciaux dans cette direction-là d'Euro NCAP. Le deuxième paramètre va exprimer la protection qu'on peut dire des usagers fragiles, des usagers de la route plus fragiles. Ça veut dire des piétons et des cyclistes. Et la note est aussi basée sur d'autres crash tests d'Euro NCAP, et en particulier ce qu'on appelle la protection piéton, qui est exprimée là par en fait, c'est pas une note, nous la traduisons dans une note, mais c'est un nombre d'étoiles sur 5. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, et pour le dernier palmarès qui a été élaboré en 2013, aucun des véhicules n'obtient plus de 3 étoiles. Donc, il y a encore des progrès à faire dans ce domaine-là. Le troisième paramètre est certainement le plus original. On a inventé une notion qui est l'agressivité du véhicule, et les experts ont essayé d'étudier diverses méthodes.
l'énergie cinétique. 1,5 de mv2, où m, c'est la masse du véhicule, et v, c'est sa vitesse maximale. Et bien, cette énergie cinétique exprime l'agressivité du véhicule. Ça, c'est le troisième paramètre. Et le dernier, le quatrième, est basé sur les émissions de gaz carbonique des voitures, le CO2. D'abord parce que c'est un énorme problème d'environnement. En plus, les émissions de CO2 des véhicules sont directement liées à la consommation. Donc c'est vraiment une façon de lier les deux, à la consommation de carburant. Et à la masse aussi, plus un véhicule est lourd, plus il consomme et plus il émet du CO2. Alors, les émissions de CO2, les normes pour exprimer les émissions de CO2 à l'époque n'étaient pas généralisées pour tous les véhicules. Et donc, les experts se sont basés sur les données de l'UTAC. La consommation en cycle urbain a été choisie. Les 4 paramètres additionnés aboutissent à une note sur 20. On s'est, dès 2005, évidemment, pour le premier palmarès, interrogé sur la façon de traiter les véhicules diesel, parce qu'il y avait déjà, évidemment, la question des émissions de particules fines. Et comme il n'y avait pas encore l'obligation des filtres à particules pour tous les véhicules, les experts ont décidé de pénaliser les véhicules qui n'étaient pas dotés de filtres à particules en retirant le 1 point à la note finale. Ce palmarès a évolué depuis 2005. Peux-tu nous expliquer, nous décrire cette évolution ? En 2005, il n'y avait que 4 modèles de véhicules qui avaient obtenu une note de 14 ou plus sur 20, alors qu'en 2013, il y en avait 165. Donc on voit quand même qu'il y a une amélioration certaine des résultats, enfin de la citoyenneté des véhicules. Mais le palmarès, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, quand on le regarde sur la durée, eh bien, on s'aperçoit que ce palmarès permet de donner non seulement une analyse assez fine de l'évolution de l'industrie automobile, concernant déjà le nombre de modèles. On voit que les constructeurs ont multiplié le nombre de versions et de modèles. Si on regarde l'évolution de la consommation moyenne cette fois, elle a été réduite. Ça, c'est notable, aussi bien pour les véhicules diesel que pour les véhicules à essence. Mais la masse des véhicules, elle, a augmenté. Il y a eu quand même une baisse de la consommation moyenne, ce qui veut dire qu'il y a eu quand même des progrès qui ont été faits sur les motorisations. Mais ces progrès, ils ont été gâchés, finalement, par toute la mise sur le marché de véhicules qui sont beaucoup plus lourds et inutilement puissants. Ça veut dire que les progrès auraient pu être utilisés dans le bon sens pour mettre sur le marché des véritables véhicules beaucoup moins lourds, donc encore moins consommateurs et donc moins émetteurs de CO2 et des véhicules beaucoup moins puissants, beaucoup moins rapides et donc sûrement plus sûr aussi. Le palmarès doit-il prendre en compte les nouvelles préoccupations concernant l'environnement ? La question, c'est comment traiter les véhicules diesel. On voit que la pollution par les particules fines, elle est vraiment maintenant au centre des préoccupations. Il faut qu'on traite cette question-là. À l'époque, au début, on l'avait traité en pénalisant les véhicules qui n'étaient pas dotés d'un filtre à particules, mais enfin, on voit bien que ça ne suffit pas. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur cette question-là, qu'on interroge d'autres experts des particules fines, qu'on analyse toutes les conditions et qu'on voit peut-être qu'il faut faire un deuxième palmarès, par exemple, en séparant, en traitant un palmarès pour les véhicules à essence et un autre palmarès pour les véhicules diesel. Deuxième point qu'il faudra aussi faire intervenir, c'est les autres sources de pollution des véhicules automobiles, c'est-à-dire la pollution par les oxydes d'azote. Ça, à l'époque et encore pendant longtemps, on n'avait pas de moyen d'en tenir compte. Peut-être qu'il faut suivre l'évolution et que dès qu'on pourra le faire, et avec une méthode et un système d'évaluation qui s'applique à tous les véhicules, on pourra le faire intervenir. Maintenant, et là, c'est moi qui réfléchis, on pourrait alors donner une série d'indications aux consommateurs, c'est-à-dire à l'acheteur de véhicules, pour l'aider dans ses choix. Ça, c'est très difficile, mais on peut imaginer qu'on lui donne comme information, à condition qu'on arrive à avoir l'information la plus fiable possible, le lieu de production,
On avait déjà donné dans le palmarès, et ça c'était important, le classement pour les assureurs, c'est-à-dire qui donne une idée de la prime d'assurance que l'acheteur aura à payer selon le véhicule évidemment qu'il achète. C'est une information importante au moment de l'achat. Merci pour toutes ces réponses que tu as apportées. Au revoir et à bientôt.